reprendre. Et c'est parti. Bonjour à tout le monde. Alors, d'abord, première chose à dire, aujourd'hui, c'est le Yartzeit de mon père, Zichrono Livracha. Donc, je vais dédier ce cours pour les Elou Nishmato, les Elou Nishmat Avi Omori, Yosef Ben Yamna. Et c'est drôle finalement parce que on a fait 4 cours consécutifs sur Kibbutz Davahem. Et voilà, le cours d'après, il se trouve que c'est l'anniversaire du départ de ce monde de mon papa. Et voilà, je lui dédie ce cours. Et vous le savez peut-être pas, on a oublié quand même d'évoquer Kibbutz Avahem, c'est extrêmement important. On a consacré 4 cours sur cette mitzvah. Je pense on n'a forcément pas été complet, mais au moins on n'a pas, voilà, on s'est quand même suffisamment étendu et on a suffisamment approfondi les choses. Mais on a quand même voulu dire une chose, c'est que on doit le respect à son père et à sa mère. On avait vu à quel point c'était important. Il faut savoir une chose, c'est que la vie, c'est la vie. Et puis, il arrive un jour où on n'a plus ses parents. Il faut savoir que le respect que l'on doit pour ses parents lorsqu'ils ont quitté le monde est encore plus important. Alors, je dis 2 mots là-dessus parce que c'est quelque chose de précieux. Et puis, sur toutes circonstances. Un homme, quand il est sur terre, et puis on n'oublie pas, bien entendu, de dédier également le cours Elou Nishmat, Rav Yitzhak Ben Miriam. Et voilà. Et puis la transition, elle est faite. La vie d'un homme, c'est 70, c'est 80 ans, c'est 120 ans, c'est, je sais pas. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Et tout le temps qu'on est dans ce monde, en réalité, on doit passer son temps. Il y a des très beaux machals comme ça. Si je t'avais expliqué que le monde, ça durait une journée. Donc, tu as une journée. Je te fais rentrer dans une salle, dans un coffre dans lequel il y a des diamants, dans lequel il y a des pierres précieuses, des lingots d'or, et je te donne un grand sac. Et je te donne un temps limité. Je te dis, voilà, tu as 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu rentres, tu ouvres la salle des coffres, tu ramasses ce que tu veux, et une fois que c'est terminé, tu sors. Et ce que tu as réussi à mettre dans ton sac, c'est à toi. Mais une fois que tu es sorti, tu as quitté la salle des coffres, tu ne peux plus rien mettre dans ton sac parce qu'en dehors de la salle des coffres, il n'y a pas de lingots d'or, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de bijoux. Et on le prépare, ce monsieur, on lui dit, ok, t'es prêt, voilà, c'est dans 3 jours, prépare-toi. Et il se prépare. Vous pensez bien, 3 jours et 3 nuits, je crois qu'il ne dort pas, ou alors peut-être il dort pour être le plus en forme possible le moment venu. Il est là dans les starting blocks, on lui ouvre la salle des coffres, il est là avec son sac, et vas-y, et je remplis, et je rajoute, et je rajoute, et je rajoute. Vous pouvez imaginer une seule seconde que cette personne, elle va s'arrêter de ramasser. Elle ne s'arrêtera pas de ramasser. Elle va ramasser sans cesse. Parce qu'elle sait qu'à un moment, tout ça s'est terminé et elle ne pourra profiter que ce qu'elle aura ramassé dans son sac. Ça, c'est un machal extraordinaire qui résume assez bien la vie juive. On vient dans ce monde, 70, 80 ans, 120 ans, et on vient avec un sac. Et quand on repart, la seule chose qui compte, c'est ce qu'on a mis dans le sac. Parce qu'après 120 ans, on n'a plus possibilité de mettre quoi que ce soit dans le sac. Impossible. Il n'y a plus rien. Plus rien à faire. Ah, alors comment d'accord, ok. Il y a une session de rattrapage, il y a quelque chose. Oui, la session de rattrapage, c'est nos enfants. Les enfants et les fruits qu'on va laisser sur Terre. Évidemment, il vaudrait mieux que les fruits soient beaux et que les fruits ils continuent à développer ce que les parents ils ont commencé à semer et bien entendu la mission n'est jamais complète. Et il faut savoir pourquoi le kibbutz avaim qu'on doit à nos parents une fois qu'ils ont quitté ce monde, il est plus important que celui qu'on leur doit pendant qu'ils sont là. Parce que pendant qu'ils sont là, finalement, la mitzvah, c'est nous qui la faisons. Le mérite, c'est nous qui l'aurons. Alors c'est vrai que du coup, ils sont des bénéfices collatéraux, ils sont des bénéficiaires collatéraux de la mitzvah. Je m'occupe d'eux, je leur donne à manger, je leur donne à boire. S'ils ont besoin de l'argent, je leur donne. D'accord? Mais la mitzvah que l'on va faire pour nos parents quand ils ont quitté le monde,
elle est exceptionnelle pour une raison très simple, c'est que là-haut, la personne, elle acquiert une place qui lui est réservée par rapport à ce qu'il a fait comme travail sur Terre. Rien de plus. Rien de plus. C'est comme quand tu veux assister à un spectacle, on te dit, regarde, il y a les VIP, il y a les balcons, il y a la galerie et il y a la fosse là. La fosse, c'est tout le monde debout. Ah, je ne veux pas être dans la fosse, moi. Je suis quelqu'un de bien, moi, je vais VIP. Ok, VIP, c'est tant. Tu payes tant ta VIP. Ah, d'accord. Donc, tu ne peux accéder quand tu es dans la salle de spectacle qu'à la place que tu as achetée. Tu ne vas pas arriver, tu dis, moi j'ai un billet pour la fosse, et quand tu arrives dans la salle, tu dis, excusez-moi, mais le carré VIP, là, il est sympa, là. Ils ont des fauteuils, ils sont 3 fois plus gros, et ils ont les machins pour poser les bras, et en plus, ils sont tout près de la scène. Moi, je vais être près de la scène. On va dire, montrez-moi votre billet, monsieur. Mais monsieur, vous avez un billet pour la fosse, debout. Ah, désolé. Mais comment ok, c'est quoi la différence? Il faut payer, je paye. Ah non, ici, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de transaction. Les transactions, c'était en bas qu'il fallait les faire. Maintenant, il n'y en a plus. Ah, on est coincé. Et là, on dit, ah, mais si j'avais su. Ah, si seulement j'avais su. Ah, vous savez, les non-juifs, ils ont sur le kéver, ils mettent cette chose-là. Regrets éternels. C'est quoi regrets éternels? Regrets éternels, c'est. On pourrait penser c'est les gens qui regrettent éternellement les gens qui sont partis. En réalité, c'est pas ça. Les regrets éternels, c'est pour les gens qui sont partis. Et quand ils arrivent dans le vrai monde, dans le beau monde, ils se disent ah là 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 là, mais si seulement j'avais su, mais si seulement j'avais pu, et combien de temps j'ai perdu, et au lieu de faire ça, j'aurais pu faire ça. Et maintenant, on me dit que c'est ça qui est précieux ici. Trop tard. Très bien. Et alors, le rattrapage, c'est quoi? Les enfants. Les enfants. Et particulièrement le jour anniversaire du départ du monde, qui est un jour très important pour la Neshama. Et une fois par an, seulement, il y aura la possibilité pour les enfants de récupérer une meilleure place, de se retrouver à un endroit pour lequel on ne s'est pas suffisamment battu quand on était là. Les enfants ont cette possibilité de faire gravir année après année, un jour par an, la Neshama des parents. On raconte sur le Gaon de Vilna, ce n'était pas le sujet du cours, mais voilà, c'est pas grave, on a l'habitude de faire 10 minutes de digression avant pour entamer le vrai sujet. Le Gaon de Vilna, le Gaon Rabbi Eliyahu qui vivait en Lituanie, c'est un, je ne sais pas quoi vous dire, à 3 ans, il faisait des drachotes aux adultes. Nous, à 3 ans, les bébés, à peine, ils savent dire papa, maman, on est tout content. Hein. Lui, le Gaon de Vilna, il faisait des drachotes à 3 ans. C'est une gadloute extraordinaire. Géonout, on l'appelle le Gaon, le génie. Sa mère, elle a quitté ce monde. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, tout le travail que fait un bon juif pour ses parents, pour sa maman. Il faisait des kaddichim, il faisait ce qu'il fallait pendant toute l'année. Alors, ce qui est important, c'est que l'année du départ de l'année Shama, ce que je vous disais, elle est importante parce que chaque jour de cette année contribue à faire monter de niveau l'année Shama du Niftar. C'est pour ça que la première année, elle est tellement précieuse. Hein, il y a des lois de deuil très difficiles. Pourquoi il y a tellement de lois de deuil? Cette année, si tu penses à t'amuser, ben, tu vas perdre un temps très précieux pour les parents. Et donc, toute cette année-là, les Kadishim, les Mishnayot, les Gmarot, les Siumachas, pour le kavod de sa mère, il a fait vraiment un truc extraordinaire. Un jour, sa mère, elle est venue en rêve. Elle lui a dit, mon fils, ce que tu me fais, c'est exceptionnel. Mais s'il te plaît, arrête, arrête. Tu m'as fait monter dans des mondes, je ne sais même pas ce qui s'y passe. C'est-à-dire que je suis totalement dépassé. C'est déjà très bien là où je suis. Là où je suis arrivé, je ne sais pas, d'abord c'est trop, c'est luxueux, c'est. Voilà, pour vous dire à quel point les enfants, ils ont cette capacité d'élever la neshama de leurs parents. Voilà, introduction terminée. Je vous avais dit, enfin, je ne vous avais pas dit, hein, j'avais suggéré, et apparemment, il y a beaucoup de gens, notamment des dames, qui ont souhaité qu'on parle du sujet de couvrir la tête quand on est une femme mariée. Alors, là encore, j'ai besoin de faire quelques petites introductions.
Je ne suis pas rabbin, donc je ne vais pas vous donner des psakim en disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand elle est divorcée, et quand elle est jeune fille, pourquoi elle ne couvre pas la tête et si elle ne couvre pas la tête, c'est quoi sa punition? Je ne suis pas dans cette perspective-là. Je crois qu'après, une fois qu'on aura réfléchi, chacun devra se tourner vers une autorité euh, digne de ce nom et dire voilà, moi, j'ai écouté un cours, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne suis pas dans le jugement. Il y a, je crois, autour de cette réunion, des dames qui couvrent la tête et d'autres pas, et d'autres qui se posent des questions. Ça, dans le judaïsme, se poser des questions, c'est source de vie. Hein. Celui qui ne se pose pas de questions dans le judaïsme, il ne va pas très loin. Hein. Il faut qu'il s'inquiète, au moins qu'il se pose la question, pourquoi je ne me pose pas de questions? C'est déjà au moins qu'il se pose cette question. Donc, il faut, une fois qu'on aura terminé, je ne sais pas si on fera ça en un cours, c'est un peu présomptueux, se dire, bah, je fais quoi maintenant? On va s'interroger aussi sur les dames qui ne couvrent pas la tête. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est compliqué? Si je te dis, je te prouve par A plus B, tu sais se couvrir la tête. Voilà, je vous ai envoyé, j'espère que vous l'avez reçu, les sources qu'on va étudier. Donc, c'était très bien que soit vous les imprimiez, soit vous les avez sous les yeux, parce que c'est précieux de se dire, voilà, il ne raconte pas de salade. Hein. Il a été chercher des psukim dans la Torah, dans la Gemara. Voilà, c'est marqué. Pourquoi ça, c'est plus important, moins important que le reste? On est convaincu d'une chose, on n'est pas convaincu de l'autre. On vient de sortir de Shavuot. On a eu Matan Torah. On est sorti de Shavuot. On a reçu toute la Torah à Shavuot. Et à Shavuot, de nouveau, on affirme et on dit, c'est très joli les oiseaux, mais il y a un micro. On entend les oiseaux qui chantent. Si on peut juste désactiver le micro. Voilà. Et Madame Seman, vous avez une deuxième caméra, je ne sais pas pourquoi, mais d'abord elle est figée, donc ça ne sert à rien. Vous avez peut-être utilisé un autre téléphone aussi. Regardez. Et donc on est sorti, on a reçu la Torah de nouveau. Et ça veut dire quoi recevoir la Torah de nouveau? Ça veut dire, ben, Naaseh Venishma, Od Apaham, je réaffirme cette chose importante, cette promesse que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu, qu'on a fait à Kadosh Baruch Hu à Har Sinai, Naaseh Venishma. Mais Naaseh Venishma, c'est quoi Naaseh Venishma? Ah, attends. Dis-moi. Il y a combien de mitzvot là-bas? Ah, 613. Ouah, déjà, c'est beaucoup. Hein. 613, c'est beaucoup. Hein. Bon, il y a toutes les mitzvot des Kohanim. Bon, je ne suis pas Kohen. Donc, voilà, ça va. Il en reste combien? Ah, il en reste tant. Ah, ça fait beaucoup encore. Hein. Ok, détaille-les-moi. Ah, ah ouais. Ah ouais, c'est compliqué ça. Ah, celle-là, je sens que je vais faire l'impasse. Et ah, celle-là, elle est sympa, je l'aime bien. D'accord? Honorer son père et sa mère, j'aime bien. C'est sympa, ça me paraît normal, ça me paraît rationnel. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Naase Venishma, il s'applique à tout ce qui est écrit dans la Torah sans exception. Voilà. Shahatnez, on a un costume, il faut faire attention qu'il n'ait pas du lin mélangé avec de la laine. C'est quoi? C'est-à-dire, à chaque fois que je vais acheter un truc, il y a un doute, un risque, il faut que j'aille chez un bodek shahatnez, quelqu'un qui vérifie, et ça va me coûter à chaque fois 5 euros, 10 euros. Ça va faire cher, là, le pantalon. J'ai fait une affaire sur le pantalon, tu m'as mis tout de suite 30-40% de plus pour l'abdika. Et puis, Dieu bénisse, aujourd'hui, avant shahatnez, c'était facile. Hein. Ils avaient une tenue le hol, une tenue Shabbat. C'est tout. Il n'y avait pas 50 chemises. Hein. La Chine n'était pas encore arrivée. Ça va. Aujourd'hui, tu ouvres une armoire, tu as tous les vêtements qui tombent par terre. Et c'est les vêtements des 3 derniers mois, parce que les 3 mois d'avant, on les a donnés déjà aux associations pour les pauvres. Et tous les ans, comme ça, on recommence. Et quoi, je vais vérifier pour 3 mois des vêtements. Ça, tu te débrouilles. Hein. La halakha ne va pas changer parce que tu as changé ton mode de vie. Il y a un issour, Torah, de mélanger la laine et le lin. Tu ne peux pas dire je ne fais pas, c'est trop dur. Il y a un issour Torah de mélanger la viande et le lait. Je ne peux pas, c'est trop dur. Il y a un Issour Torah que la femme, quand elle est mariée, eh ben, il faut qu'elle aille au mikvé. Ah, oh là là, c'est compliqué ça.
C'est très difficile. Et je choisis et je fais mon judaïsme à la carte. Comme au restaurant, au Hachem, les non-juifs sont très heureux, les restaurants ils sont ouverts. Je crois que c'est Gan Eden pour eux. Il paraît qu'hier à minuit, puisque le 2 juin on avait le droit d'ouvrir les restaurants, ils attendaient minuit 1 pour aller dans un restaurant boire un verre. Est-ce que vous et moi on se réveille à minuit pour aller boire un verre dans un restaurant? Bon, chacun il a son monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors nous, le nôtre, c'est le monde de la Torah. Maintenant, on a reçu ce cadeau exceptionnel qui s'appelle la Torah. Moi, je ne peux pas décider, ça je fais, ça je ne fais pas. Ça, c'est très important. Et il faut s'interroger, pourquoi? Pourquoi il y a certaines choses qui me semblent faciles et d'autres qui me semblent difficiles? Alors, évidemment que quand on parle de couvrir la tête pour une dame, forcément qu'on touche à quelque chose de très difficile. Parce que la féminité chez une dame, c'est essentiel. Et Hachem, il a voulu que ce soit essentiel. D'accord? Hachem, il a voulu. C'est très important, la féminité chez une dame. Donc, c'était voulu et délibéré que la femme, elle ait ce souci de paraître et d'apparaître. Maintenant, comme tout, le judaïsme, c'est une religion qui permet de cadrer et de canaliser pour le bien tout ce que l'homme et la femme ont comme force, des bonnes et des mauvaises. Ça n'existe pas. Voilà. Vous comparez les religions, vous avez par exemple les chrétiens, et ils ont décidé d'aller dans l'ascétisme, mais un ascétisme limité à une élite. C'est-à-dire que voilà, il y a une élite de gens qui vivent dans des cloîtres, dans des monastères, ils fabriquent de la liqueur, des sandales, d'accord, ils prient du matin jusqu'au soir, et ils se consacrent à Dieu. Entre parenthèses, ils aiment bien les petits-enfants aussi. Voilà. Ah oui, je n'ai pas trahi de secret, hein. Il y a eu des scandales dans l'Église quand même. Hein. Je n'ai pas trahi de secret. Voilà. Une fois, on a demandé, j'ai entendu ça à la radio une fois, il y a quelqu'un il y avait, maintenant ça fait un peu moins de bruit, mais il n'y a pas très longtemps, tous les scandales ils avaient éclaté, les abus sexuels auprès des enfants par les responsables de l'Église. Et ils avaient interviewé un seigneur de je ne sais pas qui, de je ne sais pas où. Il lui dit, est-ce que vous ne pensez pas que justement cette déviance, elle vient du fait que les catholiques ne se marient pas? Ils n'ont pas de femme. Et elle, ce qu'il avait répondu, je ne sais pas si c'est quel prêtre, un cardinal ou je ne sais pas quoi, il a dit, oh non, ce n'est pas du tout lié à ça. Vous savez, prenez par exemple l'exemple des Juifs. Les Juifs se marient et chez les rabbins aussi, il y a des abus sexuels. J'ai entendu cette phrase à la radio française. Et j'ai dit, il a trouvé que ça comme exemple pour se justifier, le jeune homme. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc la Torah, c'est une religion qui permet de canaliser les forces qui sont en nous, qui sont des forces physiques, et de les orienter, de les diriger vers la Kedusha. Par exemple, un être humain, il a besoin de manger et de boire. C'est un besoin vital. Alors, soit il mange et boit comme un animal, hein, une espèce de goinfre comme ça, ou alors il dit, attends, Hachem, tu m'as conçu comme ça, tu m'as formé comme ça, maintenant tu m'as demandé par la Torah d'utiliser mon corps pour te servir. Donc je vais boire et je vais manger, parce que je ne peux pas faire autrement, et ce faisant, je vais te servir. Comment? Je vais faire une bracha. Comment? Je vais avoir un comportement à table. Il y a un comportement, il y a des halachot de Derech Eretz sur la manière de manger. Prenez un exemple, c'est une halakha connue, répandue, mais pas toujours appliquée. C'est une baya de manger un sandwich comme ça. Vous êtes en train de pique-niquer, vous avez fait des beaux sandwichs. Ouais, c'est motzi, un motzi lechem minaret. Vous prenez le sandwich et hop, vous mangez. Ça s'appelle Ra'avtan. Ra'avtan, c'est un glouton. Alors, je ne sais pas celui qui a inventé les sandwichs, c'est Monsieur Sandwich, hein, c'est un Anglais. Il n'est pas juif, donc il n'a pas réfléchi. Le problème du sandwich, c'est qu'il a un avantage et un inconvénient qui sont irréconciliables. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que c'est un pain complet, entier. Et faire une bracha sur une chose qui est entière, c'est un hidour. Hein, par exemple, quand vous mangez, faire attention, hein, quand vous mangez un pain au chocolat, par exemple, il ne faut pas prendre un bout en disant ah, mais ça fait ra'avtan de manger le pain au chocolat comme ça. Donc je prends un bout et je fais la bracha sur le bout.
parce que c'est bien plus important de faire la bracha sur quelque chose qui est entier, parce qu'on dit, cette bracha, elle est tellement extraordinaire, je ne vais pas la faire sur un bout, je la fais sur quelque chose d'entier. Alors, s'agissant du sandwich, c'est bien, il a donc un avantage, c'est quelque chose d'entier, mais l'inconvénient, c'est que, waouh, c'est Rahavtan, c'est un glouton qui mange comme ça. Alors, ce que l'on fait généralement, c'est on va faire la bracha pendant qu'il est entier, et tout de suite, mais très rapidement, on va couper un bout et le manger. Et ça ne s'appelle pas un F sec, parce que c'est très rapide et on a gagné sur tous les tableaux. Voilà un exemple de manger est un acte animal, les animaux mangent, vous savez, hein, ils vont dans l'abreuvoir comme ça, les vaches elles se mettent comme ça à boire. Un juif, il ne peut pas faire une chose pareille. Il va se servir dans un verre. J'ai utilisé comme source, vous connaissez peut-être Rav Mordechai Eliyahu, Zecher Tzadi Vekadosh Livracha. C'est un ancien grand rabbin d'Israël, c'est un homme extraordinaire, un puits de Chochma, de science de Torah et aussi de Eretz, d'Adinut. Il était un jour dans un hôtel, il devait faire une conférence et puis il s'est reposé et il faisait très chaud. Il n'avait pas à boire, il a demandé à son chamash de lui amener à boire. Et son chamash lui amène à boire, il lui amène une bouteille et il lui pose sur la table et il s'en va. Et il n'avait pas de verre. Il était seul dans la chambre, il n'avait pas de verre. Le chamash, il revient 1 heure après, il voit que la bouteille n'a pas diminué. Il a dit, Kvodara, vous m'avez demandé il y a 1 heure à boire et je vois que la bouteille, elle est toujours là. Vous n'avez pas bu. Il a dit, non, mais c'est pas très grave parce que je n'avais pas de verre. Il a dit, mais c'est pas grave. Il a dit, non, ça se fait pas. Je ne peux pas boire de la bouteille. Il dit, mais Kvodara, vous êtes tout seul. Il dit, ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Une chose que je ne m'autoriserai pas à faire devant des gens, je ne m'autorise pas à la faire quand je suis tout seul. Ça, c'est de la gadloute. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas boire comme ça au goulot? C'est pas beau de boire au goulot. Donc, lorsque j'ai des besoins qui sont des besoins animaux. Lorsque je vais exprimer ces besoins, je vais les élever et montrer à Kadosh Baruch Hu, je te sers même avec mes besoins animaux. Idem, un homme et une femme, ils se marient. Alors, très bien, Baruch Hashem, ils vont sous la roupa, après ils vivent ensemble et ils cohabitent. C'est extrêmement animal, à tel point que les chrétiens, ils ont décidé que quoi? La chair, c'est sale. Donc, puisque c'est sale, nous, l'élite, on va se séparer et on va vivre dans des cloîtres, dans des monastères, et on va étudier toute la journée. Non, le judaïsme, c'est pas ça. Le judaïsme dit, je comprends pas, Hachem m'a créé comme ça, et donc non seulement avec un besoin, mais aussi avec une utilité, une fonction derrière. Et ne nous méprenons pas, hein, ce n'est pas une fonction uniquement biologique qui consiste à se reproduire. Parce que si c'était ça, une fois que la femme ne peut plus avoir d'enfants, ben alors c'est interdit. Une femme que la femme est enceinte, ben si elle est déjà enceinte, donc elle ne peut pas avoir encore des enfants alors qu'elle est déjà enceinte. Donc les relations seraient interdites. Donc vous voyez bien que ce rapport qu'il y a entre un homme et une femme, il va bien au-delà du rapport qui consiste à avoir des enfants. Tout ça participe de l'élévation d'un juif et du service d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, s'agissant de couvrir la tête chez une dame, on va commencer un petit peu à rentrer, même si on a bien avancé. Je voudrais commencer par une petite introduction. Il cite ici le Rav Mordechai Eliyahu, il dit Hasearot hen kemo ashorashim shel Adam. Ça, vous ne l'avez pas, hein, je ne vous l'ai pas donné. Les cheveux, c'est comme les racines pour un homme avec un grand H. Chez Shorashim hem mekor haim. Les racines d'un arbre, c'est la source de la vie. Vous voyez un arbre, vous vous dites, avec quoi il vit cet arbre? En fait, l'arbre, il vit avec les racines qui sont sous le sol cachées. De ces racines-là, il va puiser toute son énergie, sa vitalité, les nutriments dont il a besoin, l'eau, l'oxygène. Et tout ça, ça va monter et ça va aller jusqu'aux ramifications de l'arbre. Si c'est un arbre fruitier, il va donner des beaux fruits. Si c'est juste un arbre, il va donner des belles feuilles, etc. Il va être majestueux. Donc, on voit que les racines, c'est la source de la vie. Et il dit ça marche à condition que les racines, elles sont cachées. Dès l'instant où vous déracinez un arbre,
Vous faites sortir ses racines du sol. Et l'arbre, il meurt. Il ne peut pas vivre avec ses racines. Hors sol, l'arbre. Et il dit la reine Isha. Alors, on se dit, je ne comprends pas, monsieur Izzy, vous avez dit l'homme avec un grand âge. Donc, l'homme aussi doit couvrir la tête. Bon, l'homme, il couvre la tête, on est bien d'accord. D'ailleurs, l'homme, il couvre la tête bien avant la femme. Hein. L'homme, il couvre la tête à partir de 3 ans. D'accord? Bon, l'idée de couvrir la tête chez un homme n'a absolument rien à voir avec l'idée de couvrir la tête chez une femme. Hein, couvrir la tête chez un homme, c'est Hirat Shamaim, admettre qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, et non pas pour cacher mes cheveux, parce que si c'était le cas, on aurait dû mettre un truc qui me cache complètement les cheveux, ce qui n'est pas du tout le cas chez la femme. On va voir quelle est la raison pour laquelle la femme couvre sa tête. Et il dit aussi, la femme qui, elle, quand elle se marie, pas avant, parce que moi j'avais une question en préparant ce cours pour vous, une question que j'ai toujours eue, à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Alors, je vous le donne tout de suite puisqu'on va y revenir. La nécessité pour la femme de couvrir les cheveux, c'est qu'on estime que les cheveux d'une femme, ça s'appelle herva. Herva égale nudité, c'est-à-dire tout ce qui doit être. Alors, derrière nudité, c'est au sens très large. Hein. Nudité, c'est-à-dire tout ce qui doit être caché. Tous les mécomotes chez la femme qui doivent être cachés, quand ils ne sont pas cachés, ça s'appelle une herva. D'accord? Par exemple, on dit que la femme doit se couvrir au-dessus des coudes, avant les coudes, pardon. Donc, si une femme, elle a, je ne sais pas, un t-shirt qui est ouvert jusque-là, il faut savoir que cette partie-là, ça s'appelle herva, une nudité chez la femme qu'un homme n'a pas le droit de regarder. Et c'est quoi le chiour de la nudité? Tefar. Tefar, c'est 8 cm. Dès qu'on a dépassé 8 cm de nudité chez une femme, on a transgressé. Alors, c'est terrible, hein. Elle a transgressé, parce que donc elle a découvert quelque chose qui devait rester couvert. Elle a transgressé une deuxième fois en permettant aux hommes de la regarder. Ça s'appelle hoté ou mahati. C'est très important. Hein. Je peux moins faire une avéra qui n'aura d'incidence que sur moi-même. D'accord? Si je mange un steak au beurre, c'est assourd. Je me suis fait du mal à moi-même. On est d'accord? Si moi je mange un steak au beurre, vous vous portez bien. Hein. Enfin, on ne va pas rentrer dans l'absolu, mais a priori, ça n'a pas d'incidence sur vous. Par contre, si je fais quelque chose, je peux faire quelque chose qui me fait fauter à moi, mais qui en plus vous entraîne à vous dans la faute. Et là, en l'occurrence, s'agissant de la nudité d'une femme, quand elle-même elle s'est dénudée alors qu'elle ne devait pas, elle a fauté, elle a permis aux autres de la regarder, elle est mahati, ça veut dire qu'elle entraîne les autres à la faute. Alors, je vous dis tout de suite, un principe connu, celui qui est mahati, sa faute est plus grande que celui qui est hoté. Celui qui entraîne les autres à la faute, sa faute est plus grave que si lui, il s'était seul contenté de faire. Par exemple, je fais Avodazara, Shemishmor. J'ai un problème avec Avodazara. Maintenant, je dis aux gens, vous savez, c'est un kiff la Avodazara. Venez, on va faire un petit truc là. On va faire 1 heure de Avodazara extraordinaire. Non, t'exagères, Avodazara. Mais allez, rien qu'1 heure, tu vas voir à quel point c'est génial. C'est beaucoup plus grave ce que j'ai fait dans un deuxième temps, qui consistait à amener des gens à faire une avéra, plus ou moins grave d'ailleurs, hein, plus ou moins grave. Les Chagav, parce qu'on a parlé de Kibbutz Avaim et la Torah, elle est toujours en lien. Le Rambam, il dit que c'est assourd de taper ses enfants quand ils sont grands. On n'a pas parlé de ça parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. Il fallait faire pendant 3 ans de suite un cours sur Kibbutz Avaim. On n'en aurait jamais terminé. C'est pas grave à la limite, mais bon, il y a d'autres sujets intéressants. Machma que j'ai le droit de taper mes enfants quand ils sont petits. Profitez-en, hein, parce qu'après, il y a une date limite pour les claques. Non, voilà, qu'on soit bien d'accord. Hoser Shifto Sonebno. Shlomo Amelech, il a dit celui. Il y a plein. Il y a une traduction. Il y a une traduction dans toutes les langues. Hein, et à chaque fois, ce n'est pas le même sens. En français, on dit qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. En anglais, on dit si tu ménages le bâton, tu abîmes l'enfant.
Donc à chaque fois, dans chaque langue, on a une expression équivalente pour dire bah, les coups, ça fait du bien. J'avais un collègue qui disait une bonne claque à un gosse, ça fait autant de bien à celui qui la donne qu'à celui qui la reçoit. C'est pas de la grande pédagogie, ça. Normalement, quand vous frappez votre enfant qui est petit, ça ne doit pas vous faire du bien. Vous devez le faire à contre-cœur et vous devez le faire sans avoir l'esprit de faire mal et sans colère, si on veut vraiment toutes les conditions. Quand ils sont grands, c'est une avéra. Est-ce qu'on va? C'était une mitzvah, ça devient une avéra. Oui, c'est une avéra. Parce qu'un enfant, quand il grandit, il admet de moins en moins la tochacha. Alors déjà, la tochacha verbale, il ne l'admet pas. Mais la tochacha physique, encore moins. Sous-entendu, ah, enfin, j'ai quand même passé l'âge que tu me donnes des claques, hein, ou une fessée. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'ils vous rendent le coup. Et ça, c'est très grave. On va passer sous silence ce que la Torah dit, parce qu'on ne veut pas être les quatre règles, mais c'est très grave. Et finalement, quand vous réfléchissez, vous dites, mais qui est le fautif? Ah, c'est vrai qu'un enfant, il ne doit pas taper ses parents, hein, ça c'est très évidence. Hein. Mais le Rambam, il dit, ça ressemble à l'ifné à hiver, l'otiten mirchol. Ne place pas d'embûche devant un aveugle. Ça veut dire, c'est quoi placer une embûche devant un aveugle? Ça veut dire, je sais qu'il ne voit pas, qu'est-ce que je fais? Je lui mets une chaise devant lui pour qu'il tombe. Il ne pouvait pas faire autrement que de tomber. Donc, lorsque j'ai tapé mon enfant qui est grand, il ne pouvait pas faire autrement que de me le rendre. Ou alors, s'il est très, 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 très fort. Ce n'est pas donné à tous les enfants, sûrement pas au XXIe siècle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et on a parlé de ça par rapport au fauter ou mahati. Fauter, c'est grave. Faire fauter, faire trébucher les autres, c'est encore plus grave. Et donc, il dit ici, Ishaneswa, une femme qui est mariée, la femme mariée, qu'est-ce qu'elle va faire? Dès l'instant où elle se marie, normalement, on attend les enfants, Mazal Tov. Au bout d'un an, elle a un petit enfant. Et donc, elle va amener la vie dans le monde. Donc, voilà pourquoi elle doit couvrir sa tête. Comme on a dit, sa tête, c'est synonyme de racine, ses cheveux, c'est ses racines. Ces racines, elles sont cachées sous le sol. Les racines, c'est la vie de l'arbre. Les racines, les cheveux de la femme, c'est la vie qu'elle va donner. Donc, d'une certaine manière, une espèce de, je ne sais pas comment ça, par quelle magie ça s'opère, mais ça veut dire que lorsque la femme va couvrir ses cheveux, ses racines, ce qui est à l'origine de la vie qu'elle va donner, elle va protéger la vie qu'elle va donner et la vie qu'elle va donner sera encore plus belle. Alors, bien entendu, couvrir ses cheveux, ce n'est pas juste un acte banal en disant c'est bon, j'ai couvert mes cheveux, je suis tranquille. Parce qu'il y a des gens qui disent moi j'ai couvert mes cheveux toute ma vie et mes enfants c'est des crapules. Et monsieur, vous m'avez dit si je couvre mes cheveux, eh ben, normalement c'est mes korhaïm, source de vie. J'ai donné la vie, donc ma vie, la vie que j'ai donnée, elle devait être exceptionnelle, ben, elle n'était pas. Ben, le problème, c'est que dans la tsniout, il y a deux formes. Alors, on va parler de couvrir les cheveux, on va parler de tsniout. Les deux sont intimement liés, bien sûr. Hein. Les deux sont intimement liés. D'ailleurs, j'en profite pour vous le donner tout de suite, parce qu'il est déjà 25. Il y a deux raisons pour lesquelles, et on ne sait pas laquelle est la plus importante, la Torah, puisque c'est dans la paracha de la Sota, et c'est intéressant, parce que c'est la paracha qu'on va lire à Baal Netorah ce Shabbat, au paracha de Nassau. La femme, elle doit couvrir la tête, pourquoi? Soit Mishum Tzniaout, vous avez bien vu, alors une femme, elle peut être noire, on a vu des dames avec toute couverte, machin truc, mais elle a une robe rouge fluo, tu la vois à 25 km. Et en plus moulante et tout ce que tu veux. Donc ça veut dire, hey, j'ai les bonnes. C'est bon, c'est bien couvert, c'est partout, c'est couvert. Mais non, il y a couvrir ce qui doit être couvrir et la notion de tsniout. Tsniout, c'est pas seulement couvrir. Tsniout, c'est un concept. C'est comment je me conduis. D'accord? Et ça n'a rien à voir ni avec la longueur des manches, ni avec la longueur de la robe. C'est de quelle manière je porte les choses. Deuxième aspect de pourquoi la dame elle doit couvrir ses cheveux, c'est parce qu'on m'en a dit, les cheveux de la femme mariée, dès l'instant où elle se marie, ça devient herva.
comme si elle était nue. Alors, on peut se poser la question, mais il y a des dames qui sont tnouot, jamais tu les verras à la plage, jamais tu les verras en tenue immodeste. Pour autant, voilà, le beau brushing, le machin, le truc, ça les gêne pas. Et ça, c'est quelque chose. Si on dit que une femme, quand elle se marie, ses cheveux, ça devient une nudité, ça devrait au moins autant la gêner que se découvrir, alors que là, elle dit non, non, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Alors, je crois savoir pourquoi. Et c'est très important par rapport à ce qu'on va faire, et là, c'est sûr qu'on va déborder, ce sera la semaine prochaine. Il y a aussi ce qui relève du minhag, de la coutume. Prenez un exemple. Dans une famille où la grand-mère, enfin, je remonte, allez, l'arrière-grand-mère, d'accord, si on a eu la chance de connaître son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère, elle couvre la tête dès l'instant où elle est mariée. Le hinour Baruch Hashem, il a été bon, l'éducation a été bonne. Vous n'avez même pas besoin de faire le cours que je suis en train de faire. Ça ne va pas traverser l'esprit de la fille qui va se marier une seule seconde d'imaginer qu'elle ne va pas couvrir la tête. Il y a des exceptions. Hein. Je connais des familles où vous vous dites, il y a un truc il y a un truc qui s'est mal passé. Tu vois, le père, il est comme ça avec la barbe jusque-là, la mère, et tu vois, une sur deux, elle n'a pas la tête couverte. C'est intéressant parce que ça veut dire, ce n'est pas une garantie absolue non plus. Mais en général, c'est quand même beaucoup plus facile. Par contre, tu viens d'une famille où, de mémoire, et dans toutes les photos de famille que tu peux réunir dans l'album, tu ne vois pas une seule personne qui a la tête couverte. Ta propre mère n'a jamais couvert la tête. C'est évidemment beaucoup plus difficile pour cette dame de se dire je vais me marier, sauf si elle fait une tchouva, donc ça veut dire conceptualiser les choses par l'étude, comme on est en train de faire aujourd'hui, et d'arriver à un constat et dire je ne peux plus, j'ai intégré quelque chose, si je veux être cohérent avec moi-même, je ne peux pas. Ça ne fait pas, je ne renie pas mon environnement familial, je le respecte parfaitement, mais à l'instant T où je suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas possible pour moi de continuer comme ça, donc elle va rompre avec une habitude. Maintenant, essayons de remonter dans l'histoire. À votre avis, depuis combien de temps les femmes juives découvrent la tête de manière ostentatoire et on va dire sans gêne, mais le mot que j'utilise, c'est pas qu'elle est voilà, elle est grossière. Elle ne ressent pas de gêne. Pourquoi? Parce que c'est redevenu une habitude. Ben, vous voyez, si on devait faire une proportion, je sais pas, il y a 3 femmes sur 4 qui ne couvrent pas la tête dans la communauté juive. Je dis ça comme ça, hein, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Je pense qu'il y a peut-être un quart des dames, et encore, ça dépend des endroits, qui couvrent la tête. Eh ben, c'est très simple. J'ai étudié, j'ai recherché. C'est une histoire centenaire, pas plus. Allez, 100, 150, 200 ans, vous trouverez nulle part une femme juive qui a la tête découverte. Cherchez dans vos grands-mères, vos arrière-grands-mères, vous ne trouverez pas. Qu'est-ce qui s'est passé sociétalement pour que finalement le minhag, il s'est inversé. C'est-à-dire qu'on se dit, couvrir la tête, c'est un exploit. Parce qu'aujourd'hui, pour une femme juive, couvrir la tête, c'est un exploit. C'est difficile. Parce que la société, elle a évolué. Nous avons bougé. Prenez par exemple l'exil. C'est très récent. Hein. Moi, j'ai vécu en Afrique du Nord. Je suis né en Afrique du Nord. Hein. J'ai vécu 11 ans. Et encore dans une ville très moderne, donc c'est encore spécial. Mais vous remontez une génération avant, tout le monde couvre la tête. On est d'accord? En Turquie, c'est pareil. En Italie, c'est pareil. En Europe de l'Est, évidemment que c'est pareil. Et alors, il faut faire 2 choses. Il faut distinguer le siècle des Lumières, à partir des Lumières, où les Juifs ont commencé en Europe à s'assimiler. Et là, effectivement, ça date de 200-250 ans. Mais ils étaient en avance déjà, puisque c'était très en avance en Europe. Mais à la même époque, dans le shtetl de Pologne, il n'y a pas une dame qui n'a pas la tête couverte. Donc vous voyez, c'est intéressant. Vous avez même époque, changement de lieu, changement de société, vous avez des gens qui ont gardé, et pour qui c'était une aberration qu'une dame ne couvre pas la tête, et à quelques centaines de kilomètres de là, toutes les femmes avaient découvert la tête. Berlin, toutes les grandes métropoles des Lumières,
les femmes s'étaient assimilées, modernisées, et on avait totalement abandonné tout ça. Prenez la France, pays dans lequel nous vivons, les États-Unis, pays dans lequel il y a encore beaucoup de juifs. Vous prenez Israël. Israël, c'est divisé en deux. Une société fondée sur la laïcité. Donc, tous les juifs qui sont arrivés en Israël, ils ont dit, allez, terminé. Tout ça, c'est poussiéreux, c'est vieux, on passe à autre chose. Et vous avez ceux qui ont gardé et ceux qui ont continué à arriver derrière ou qui ont fait tchouva et qui ont gardé et qui ont tenu à ce que les dames, elles se couvrent la tête. Donc, c'est intéressant de remarquer, avant de rentrer dans les études de texte, que couvrir la tête pour une dame juive a subi une évolution violente sur 100-200 ans. Pas plus. Vous prenez n'importe quelle gravure d'Afrique du Nord, vous ne trouverez pas une femme avec les cheveux découverts. Pas une femme avec les cheveux découverts. Il est 32. J'avais promis d'ouvrir à chaque fois les micros. Voilà, au moins on est sûr qu'il y aura une deuxième partie. Est-ce que vous avez des remarques, des réflexions? Je suis scandalisé par ce que je viens d'entendre, parce que si vous êtes scandalisé aujourd'hui, ne venez pas la semaine prochaine, vous allez être vraiment, vous allez tomber du fauteuil. Hein. Non, parfait. C'est une approche très originale. Hein. On va essayer. Hein. Comparaison avec l'arbre.